La douleur arriva avant le cri. Dans la salle d'accouchement aux murs jaunis, l'odeur d'éther se mêlait à celle du sang encore chaud. Dehors, la pluie normande martelait les vitres avec une régularité presque cruelle, comme si le ciel refusait toute pause à cette nuit déjà interminable. Elle était allongée là depuis des heures, les draps trempés, les doigts crispés sur le métal froid du lit, le corps vidé par l'effort et la peur. Personne ne lui avait dit que la douleur pouvait devenir aussi silencieuse. Quand l'enfant naquit, il n'y eut pas ce moment suspendu que l'on promet aux mères. Pas de cris, pas de présentation solennelle du nouveau-né, seulement un mouvement rapide, presque mécanique. Les mains du médecin se refermèrent sur le corps encore humide, et aussitôt, il se détourna. « C'est fini », dit-il d'une voix trop calme. Elle tenta de se redresser, cherchant des yeux ce qu'on venait de lui enlever. Une infirmière abaissa le regard. Une autre s'empressa de couvrir le plateau métallique d'un linge blanc. Le silence devint épais, pesant, chargé d'une gravité qui ne laissait aucune place au doute. « Je veux le voir », murmura-t-elle. Le médecin ne répondit pas immédiatement. Il ajusta ses lunettes, nettoya ses mains avec une lenteur excessive, comme s'il cherchait ses mots dans le frottement du savon. Puis il prononça la phrase, nette, définitive. L'enfant est né sans vie. Les mots tombèrent comme une condamnation. Elle sentit son cœur battre plus fort non pas de chagrin immédiat, mais d'incompréhension. Quelque chose, dans la façon dont il avait détourné le regard, dans la rigidité des infirmières, sonnait faux. Elle n'avait pas entendu de cri, certes, mais elle avait senti un mouvement, un frémissement. Elle en était sûre. « Je veux le toucher », insista-t-elle, la voix tremblante. « Ce n'est pas nécessaire », répondit le médecin. « Il vaut mieux garder une image paisible. Pour votre bien. » Le « votre bien » avait le goût amer de l'autorité. En 1947, dans cette maternité rurale, on ne discutait pas les décisions d'un homme en blouse blanche, surtout quand on était une femme seule, sans mari officiellement reconnu, sans famille influente pour poser des questions. On lui injecta quelque chose. La pièce se mit à tourner lentement, comme si le monde s'éloignait d'elle par cercles concentriques. La dernière chose qu'elle vit avant de sombrer fut l'infirmière la plus âgée, celle aux cheveux gris serrés en chignon, qui murmurait quelque chose à l'oreille du médecin. Il hocha la tête. Lorsqu'elle se réveilla, la lumière du matin filtrait à travers les rideaux. Son ventre était vide, douloureux, et un poids écrasait sa poitrine. Sur la table de chevet reposait un document plié en deux. Elle mit plusieurs minutes à trouver le courage de l'ouvrir. Acte de décès, enfant mort-né. Aucune mention de prénom, seulement une date, une heure, et une signature qu'elle ne reconnaissait pas. Elle relut le papier encore et encore, cherchant une erreur, un détail qui la trahirait. L'heure indiquée ne correspondait pas à ses souvenirs flous de la nuit. Elle se souvenait d'une horloge murale, arrêtée depuis longtemps, qui marquait presque minuit. Le document parlait de 22h30. Quand elle demanda où se trouvait le corps, l'infirmière répondit sans émotion. « Il a été pris en charge. Tout est réglé. » « Réglé comment ? » « Selon les procédures. Les procédures. Ce mot revint plusieurs fois ce jour-là, comme un mur contre lequel venaient de se briser toutes ces questions. Aucun enterrement n'était prévu, aucun adieu. On lui conseilla de rentrer chez elle, de se reposer, d'oublier. Mais oublier quoi, exactement ? De retour dans le village, les regards changèrent. On lui parlait à voix basse avec cette pitié gênée réservée aux malheurs qu'on préfère ne pas regarder de trop près. Certaines femmes murmuraient qu'il valait mieux ainsi. D'autres évitaient de la croiser. Personne ne posa de questions. La nuit, elle rêvait. Elle entendait un souffle, à peine perceptible comme un appel étouffé. Elle se réveillait en sursaut, le cœur affolé, persuadée d'avoir imaginé ce qui n'avait jamais existé. Pourtant, chaque matin, le doute revenait, tenace, dévorant. Un jour, en rangeant ses affaires, elle retrouva le bracelet de tissu que l'infirmière lui avait brièvement montré avant de l'emmener. Une petite bande blanche, froissée, avec un numéro écrit à l'encre bleue. Aucun nom, aucun tampon officiel. Juste un numéro. Ce détail, insignifiant en apparence, devint une obsession. Elle se mit à repenser à chaque geste, chaque silence de cette nuit-là, au regard fuyant du médecin,
à la porte fermée trop vite, à ce corps qu'on ne lui avait jamais laissé voir. Quelque part, au fond d'elle, une certitude s'installait lentement, comme une maladie sourde. On lui avait menti. Et si l'acte de décès n'avait été qu'un papier parmi d'autres, destiné non pas à clore une vie, mais à en faire disparaître la trace? Dans le silence du village, cette question commença à prendre une place dangereuse. Une question que personne ne voulait entendre. Une question qui, déjà, dérangeait des équilibres bien plus anciens qu'elle. Sans le savoir, en fixant ce simple numéro griffonné sur un bracelet usé, elle venait d'ouvrir une brèche que beaucoup avaient juré de garder fermée à jamais. Le deuil aurait dû commencer par un enterrement. Il n'y en eut pas. Les jours qui suivirent son retour au village s'étirèrent dans une lenteur suffocante. La maison semblait trop grande, trop silencieuse, comme si les murs eux-mêmes attendaient un cri qui ne viendrait jamais. Chaque matin, elle se réveillait avec cette sensation absurde d'avoir oublié quelque chose d'essentiel, puis la réalité revenait, brutale, implacable. L'enfant était mort. C'était ce que disaient les papiers, ce que répétaient les voix autour d'elle. Mais son corps, lui, n'avait jamais existé. Elle tenta, une première fois, de retourner à la maternité. Le bâtiment gris se dressait au bord de la route départementale, austère, presque hostile. À l'accueil, on la reconnut immédiatement. Les regards glissèrent sur elle avec une rapidité coupable. « Je voudrais parler au médecin, dit-elle. »« Il est très occupé, » répondit la secrétaire sans lever les yeux. Elle insista. On lui proposa un autre rendez-vous. Plus tard. Toujours plus tard. Finalement, une infirmière qu'elle n'avait jamais vue l'accompagna jusqu'à un couloir étroit, où l'odeur de désinfectant piquait les narines. « Vous devez comprendre, » expliqua l'infirmière d'une voix lasse, « que ces choses arrivent. Il faut tourner la page. »« Où est-il enterré ?» demanda-t-elle simplement. Le pas de l'infirmière ralentit. Elle s'arrêta devant une porte close. Les enfants morts-nés ne sont pas enterrés comme les autres. Alors où? Un silence. Puis une réponse trop vague pour être honnête. Ils sont pris en charge par l'hôpital. Cette phrase, encore. Identique. Inflexible. Dans les semaines qui suivirent, elle commença à remarquer ce que personne ne disait à voix haute. Les conversations qui s'interrompaient à son passage. Les femmes qui baissèrent la tête. Les hommes qui feignaient de ne pas la voir. On la plaignait, mais on l'évitait. Comme si son malheur risquait de contaminer les autres. Un soir, à la sortie de l'épicerie, une vieille voisine s'approcha d'elle. Son visage était marqué par l'âge et les privations de la guerre. Ses mains tremblaient légèrement. « Ce n'est pas la première fois, » murmura-t-elle. « Pas la première fois de quoi ?» La femme jeta un regard autour d'elle, s'assurant qu'aucune oreille indiscrète ne traînait à proximité. Des enfants qui meurent sans laisser de traces. Avant qu'elle puisse poser une autre question, la vieille s'éloigna, la laissant avec un frisson glacé dans le dos. La nuit, les rêves revinrent. Mais ils changèrent. Ce n'était plus seulement un souffle. Elle voyait des couloirs interminables, des portes numérotées, des berceaux vides alignés sous une lumière blafarde. Elle se réveillait avec une certitude oppressante. Quelque chose lui échappait volontairement. C'est alors qu'elle pensa au registre. À l'époque, chaque naissance, chaque décès était consigné avec une rigueur presque religieuse. Elle se rendit à la mairie, un bâtiment austère où l'on conservait les archives dans de grandes armoires de bois. Le secrétaire municipal, un homme sec au regard méfiant, l'accueillit avec politesse mais sans chaleur. « Je voudrais consulter le registre des naissances et décès de cette année, » dit-elle. Il hésita. « Ce n'est pas habituel. C'est mon droit. » Après un long moment, il finit par céder. Il posa devant elle un volume épais, à la couverture usée. Les pages jaunies craquaient sous ses doigts. Elle chercha la date, trouva son nom, trouva la mention « mort-né ». Mais quelque chose clochait. La ligne semblait plus pâle que les autres. Comme si l'encre avait été repassée. En marge, un chiffre était griffonné, puis rayé. Et juste en dessous, une autre inscription, presque illisible, ajoutée manifestement plus tard. « Qui a modifié ce registre ?» demanda-t-elle. Le secrétaire se racla la gorge. Des corrections administratives, sans importance. Quand? Je ne saurais dire. Elle referma le livre avec une lenteur calculée. Son cœur battait trop vite. Ce n'était plus une intuition. C'était un constat.
Sur le chemin du retour, elle croisa un homme qu'elle n'avait jamais vraiment remarqué auparavant. Il travaillait à l'hôpital, au service administratif. Un homme discret, toujours courbé sur ses dossiers, comme s'il voulait se faire oublier. Ce jour-là, pourtant, il s'arrêta devant elle. « Vous devriez laisser tomber », dit-il à voix basse. « Laisser tomber quoi ?»« Les questions. » Il sembla hésiter, puis ajouta « Certaines choses n'ont été faites pour le bien de tous. »« Et le mien ?» demanda-t-elle. Il ne répondit pas. Mais avant de partir, il glissa quelque chose dans la poche de son manteau. Ce soir-là, à la lueur d'une lampe vacillante, elle sortit l'objet. Un petit morceau de papier plié en 4. Dessus, une date différente de celle figurant sur l'acte de décès, et un nom d'homme qu'elle n'avait jamais entendu. Ce nom, pourtant, appartenait à l'une des familles les plus respectées de la région. À cet instant précis, elle comprit que la mort déclarée de son enfant n'était peut-être qu'un arrangement parmi d'autres, soigneusement enfoui sous le poids du silence collectif. Et si elle continuait, elle ne dérangerait pas seulement des souvenirs, mais un ordre entier bâti sur des secrets. Le temps n'effaça rien. Il transforma le doute en obsession. Les années passèrent, lourdes, étouffantes, et avec elles s'installa une routine trompeuse. Elle travailla, paya ses dettes, sourit quand il le fallait. Aux yeux du village, elle était devenue une femme marquée par le malheur, mais inoffensive. Une ombre discrète. C'était exactement ce que l'on attendait d'elle. Pourtant, derrière cette façade résignée, chaque détail lié à cette nuit de 1947 restait intact, conservé avec une précision presque maladive. Le papier plié, le bracelet numéroté, la date discordante. Elle les gardait dans une boîte en fer, dissimulée sous une latte du plancher. Parfois, elle les sortait, les alignait sur la table, et tentait de recomposer une logique que l'on avait volontairement brisée. Le numéro du bracelet ne figurait nulle part dans les registres officiels, comme s'il n'avait jamais existé. Un jour, au marché, elle aperçut un enfant. Il devait avoir 8 ou 9 ans, trop bien habillé pour le village. Ses cheveux étaient d'un blond pâle, presque identique à celui qu'on lui avait décrit lors de sa propre naissance. Mais ce ne fut pas la ressemblance qui la frappa le plus. Ce fut la date. La femme qui l'accompagnait, élégante, distante, répondit à une question anodine d'une marchande. Il est né en 47. Le souffle lui manqua. Elle suivit la scène de loin, le cœur battant à rompre. L'enfant portait au poignet une fine cicatrice, à peine visible, exactement à l'endroit où l'on attachait autrefois les bracelets de maternité. À partir de ce jour, elle commença à observer. Discrètement, elle apprit que l'enfant appartenait à une famille influente, installée depuis longtemps dans la région. Une famille qui, après la guerre, avait connu une ascension rapide et inexplicable. Personne ne parlait de leurs origines. On parlait de respectabilité, de tradition, de générosité affichée. Les archives devinrent son refuge. Elle se rendait régulièrement à la mairie, sous des prétextes anodins. Peu à peu, elle repéra un schéma troublant. Plusieurs enfants déclarés morts-nés à la même maternité la même année. Les actes portaient les mêmes irrégularités. Horaires approximatifs, signatures semblables, mentions ajoutées a posteriori. Elle comprit alors que son histoire n'était pas unique. Mais la preuve lui manquait encore. Jusqu'au jour où le passé décida de parler par une voix inattendue. L'ancienne infirmière. Celle aux cheveux gris, au regard fuyant. Elle avait quitté la maternité depuis longtemps. On disait qu'elle vivait recluse, malade, dans une maison à l'écart du village. Une rumeur affirmait qu'elle ne parlait presque plus. Elle hésita plusieurs semaines avant de s'y rendre. La maison sentait l'humidité et la fin de vie. L'infirmière était assise près de la fenêtre, enveloppée dans une couverture, ses mains tremblantes posées sur ses genoux. « Vous me reconnaissez ?» demanda-t-elle doucement. Les yeux voilés de la vieille femme se posèrent sur son visage. Un long silence, puis un murmure. « Vous êtes la mère. » Ces mots suffirent. La digue céda. L'infirmière parla par fragments, comme si chaque phrase lui arrachait quelque chose. Elle évoqua des ordres venus d'en haut, des placements décidés à l'avance. Des enfants nés de femmes seules, jugés instables ou indésirables. On leur disait que c'était pour le bien de l'enfant, pour lui offrir une vie meilleure. Et les actes de décès, demanda-t-elle, la gorge serrée.
Ils facilitèrent les choses, répondit l'infirmière. Un enfant mort ne réclame rien. Elle expliqua comment certains bébés étaient transférés discrètement, confiés à des familles choisies, souvent proches des cercles de pouvoir locaux. En échange, l'hôpital recevait des dons, des protections, du silence. Le vôtre, ajouta-t-elle en fermant les yeux. Il respirait. Ces deux mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Elle sentit ses jambes faiblir. Tout ce qu'elle avait pressenti se cristallisait enfin, en une vérité insupportable. Il a été confié à une famille, poursuivit l'infirmière. Une famille qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Ils ont promis de l'aimer. Son nom ? Demanda-t-elle dans un souffle. L'infirmière hésita. Son visage se crispa. Je ne devrais pas. Vous allez mourir, dit-elle sans cruauté. Et moi, je vis avec cette mort depuis des années. Un long silence. Puis un nom. Le même que celui griffonné sur le papier, tant d'années auparavant. En quittant la maison, le ciel était bas, chargé de pluie. Elle savait désormais. Son enfant n'était pas mort. Il avait grandi ailleurs, sous un autre nom, dans une autre vie. Mais cette vérité ouvrait une question plus terrible encore. Si elle parlait, elle détruirait une famille entière. Si elle se taisait, elle accepterait que le mensonge ait définitivement gagné. Et quelque part, sans le savoir, l'homme qu'était devenu son fils vivait à quelques kilomètres seulement, ignorant que sa naissance reposait sur une mort inventée. La vérité, une fois révélée, ne cherchait pas la justice. Elle exigeait un prix. Après sa rencontre avec l'ancienne infirmière, elle ne dormit plus. Chaque bruit nocturne prenait une dimension nouvelle. Le craquement du bois, le souffle du vent, le lointain passage d'un véhicule. Tout semblait porteur d'un avertissement. Elle comprenait maintenant pourquoi tant de femmes s'étaient tues. Savoir n'était pas un soulagement. C'était une menace permanente. Le nom résonnait dans sa tête. Une famille honorée, respectée, presque intouchable. Des notables qui avaient traversé l'occupation sans tâche apparente, qui avaient su se repositionner dès la libération, avec une habileté discrète mais efficace. On les saluait à l'église, on sollicitait leur aide. On ne les questionnait jamais. Elle observa leur maison de loin plusieurs fois. Une bâtisse imposante, entretenue avec soin, entourée d'arbres anciens. Rien n'y évoquait la faute ou le vol. Et pourtant, derrière ces murs, vivait l'enfant qu'on lui avait arraché. Elle tenta d'approcher. D'abord indirectement. Une visite à une kermesse, un passage calculé lors d'un événement communal. Elle le vit alors de près. Un homme désormais. Grand, posé, le regard calme. Rien dans son attitude ne trahissait un passé trouble. Il riait avec ses proches, pleinement à sa place dans cette vie qu'on lui avait donnée. Ce fut à cet instant qu'elle comprit l'ampleur du dilemme. Il n'était pas une victime visible. Il n'était pas en souffrance. Il était aimé. Mais l'amour bâti sur un mensonge restait-il légitime? La pression monta rapidement. Des rumeurs circulèrent. On lui fit comprendre, sans jamais le dire clairement, qu'elle parlait trop. Un voisin jusque-là cordial cessa de la saluer. À la mairie, on lui refusa soudain l'accès aux archives, invoquant des règlements nouveaux. À l'hôpital, les visages se fermaient. Un soir, elle trouva sa porte entr'ouverte. Rien n'avait été volé. Mais la boîte en fer, cachée sous le plancher, avait été déplacée. Les papiers étaient toujours là. Un avertissement silencieux. Elle comprit que certains savaient, et qu'ils la surveillaient. La confession de l'infirmière n'était pas suffisante. Elle avait besoin de preuves irréfutables. Elle se tourna alors vers un ancien médecin de la maternité, radié quelques années plus tôt pour irrégularité professionnelle. Un homme amer, isolé, vivant à l'écart. Il accepta de la recevoir, non par compassion, mais par rancœur. Ce système existait bien avant la guerre, expliqua-t-il. Mais après 1945, tout s'est accéléré. Trop d'enfants, trop de femmes seules, trop de honte à effacer. Et personne n'a parlé? Ceux qui parlaient perdaient tout. Il confirma les échanges, les dons, les pressions, les actes de décès signés à l'avance, les dossiers modifiés, et surtout, l'implication directe de certaines familles, prêtes à tout pour préserver leur lignée. Votre fils a été choisi, dit-il. En bonne santé. Discret. Parfait. Ce mot la frappa plus violemment que les autres.
Elle sortit de cette rencontre avec des copies de documents, dissimulés depuis des décennies. Assez pour faire trembler une réputation. Assez pour provoquer un scandale. Mais pas sans conséquence. Car la question n'était plus seulement ce qu'on lui avait fait à elle. C'était ce qu'elle était prête à faire, maintenant. Détruire la vérité, ou détruire des vies construites sur son effacement. À mesure qu'elle approchait d'une décision, les avertissements se faisaient plus clairs. Une lettre anonyme, un regard appuyé, une phrase glissée à voix basse. Pensez à votre sécurité. Elle savait qu'elle n'avait plus beaucoup de temps, et au cœur de cette tempête silencieuse, une certitude s'imposait lentement, terriblement. Quelle que soit sa décision, quelqu'un serait sacrifié. La vérité ne demandait plus à être révélée. Elle attendait qu'on ose la trahir une dernière fois. Elle comprit, au matin gris, où tout devait s'achever, que la vérité n'avait jamais eu l'intention de réparer quoi que ce soit. Elle n'était pas venue pour réclamer un fils. Elle n'était même plus venue pour elle-même. Ce qui la poussait désormais n'avait rien de maternel. C'était une nécessité plus froide, presque abstraite. Refuser que le mensonge devienne une victoire définitive. Elle choisit le jour avec soin. Une cérémonie publique, à la mairie. Un événement anodin, pensé pour célébrer la reconstruction, l'avenir, la respectabilité retrouvée. Toutes les familles influentes seraient présentes. Lui aussi. Dans son manteau, les documents reposaient contre sa poitrine. Copies d'archives, actes contradictoires, témoignages écrits de l'ancien médecin, une note de l'infirmière, tremblée, mais lisible. Rien de spectaculaire, rien de théâtral, juste assez pour fissurer l'édifice. Lorsqu'elle entra dans la salle, les conversations se figèrent brièvement. Certains la reconnurent, d'autres détournèrent le regard. Elle sentit immédiatement que sa présence n'était pas prévue, ni souhaitée. Il était là, à quelques mètres. L'homme qu'était devenu son enfant. Il portait un costume sombre, parlait avec assurance, incarnait parfaitement ce que l'on attendait de lui. Elle l'observa une dernière fois sans haine, sans espoir, seulement avec une lucidité douloureuse. Quand le maire prit la parole, elle sut que c'était maintenant ou jamais. Elle s'avança. Sa voix, lorsqu'elle s'éleva, ne trembla pas. Elle parla de registres, de dates modifiées, de pratiques exceptionnelles devenues courantes dans le chaos du après-guerre. Elle ne prononça aucun nom au début. Elle posa les faits, méthodiquement, comme on démonte un mécanisme trop bien huilé. Les murmures commencèrent, puis elle posa les documents sur la table centrale. Les regards changèrent. Certains visages pâlirent, d'autres se fermèrent, définitivement. Quand elle prononça enfin le nom de la famille, un silence brutal tomba sur la salle. Elle sentit le poids de dizaines d'années se déplacer, passer d'elle à eux. Il se leva alors, pas pour la contredire, pas pour nier. Il la regarda, longuement. Et dans ses yeux, elle lut ce qu'elle redoutait le plus, la compréhension immédiate. Pas celle d'un coupable, celle d'un homme qui voit soudain son existence se fissurer. « Vous saviez » demanda-t-il. Elle hocha lentement la tête. Depuis longtemps. Il ne cria pas, ne s'effondra pas. Il se rassit, comme si son corps avait décidé seul. À cet instant précis, elle comprit que le mensonge avait mieux réussi que la vérité. Il avait construit un homme solide. La suite fut confuse. Des accusations, des interruptions, la promesse d'une enquête, des mots soigneusement choisis pour gagner du temps. On lui demanda de quitter la salle. Elle obéit. Dehors, l'air était froid, vif. Elle respira profondément, comme si elle n'avait jamais vraiment respiré auparavant. Elle n'attendit rien, ni reconnaissance, ni réparation. Les semaines suivantes confirmèrent ce qu'elle pressentait. L'affaire fut étouffée, dilatée, classée sous des termes administratifs rassurants, quelques responsabilités diluées, aucun scandale public. La France d'après-guerre préférait toujours le silence à la honte. Elle reçut cependant une lettre, sans signature. Quelques lignes seulement. Il disait savoir. Il disait comprendre. Il disait ne pas pouvoir l'appeler mère. Pas maintenant. Peut-être jamais. Mais il disait aussi qu'il refuserait, désormais, de perpétuer le mensonge. C'était peu. C'était tout.
Elle brûla les documents restants une nuit de vent, non par oubli, par choix. La vérité avait été dite une fois, elle n'avait pas besoin d'être répétée pour exister. Dans les archives, l'acte de décès resta inchangé. Mais quelque part, dans l'ordre fragile des choses, une certitude nouvelle s'était installée. L'enfant déclaré mort n'avait pas disparu. Il avait survécu. Et avec lui, la preuve que certains silences, même imposés, finissent toujours par laisser une trace. Car en 1947, on avait déclaré un bébé mort à la naissance. Mais ce qui avait réellement été enterré ce jour-là, c'était la vérité. Et elle, malgré tout, venait de remonter à la surface. Si cette histoire vous a troublé, partagez votre ressenti en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits cachés de l'histoire française. Likez la vidéo et partagez-la autour de vous. Certaines vérités méritent encore d'être entendues.